Bien, Paul Jorion, donc le Parlement européen est en train de plancher maintenant depuis plusieurs mois sur un statut juridique, un cadre légal en matière de robotique, avec l'idée suivante finalement qui est de doter les robots, je dirais, les plus sophistiqués, les plus autonomes, de les doter d'une forme de personnalité électronique. Alors, sans aborder le point de vue juridique, sans rentrer dans le juridisme sur cette personnalité électronique, je voudrais savoir ce que vous en pensez philosophiquement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, cette initiative? Oui, il y a eu deux périodes dans notre utilisation des machines. Il y a les machines qui ne faisaient que exactement ce qu'on leur demandait de faire. Et puis maintenant, nous avons des machines à qui nous donnons non seulement une autonomie, mais nous leur permettons de construire une sorte de personnalité parce qu'elles obtiennent des informations du monde extérieur et elles ont des stratégies pour construire une connaissance à partir desquelles elles vont prendre des décisions. Donc, elles ont une certaine autonomie. On ne va pas pouvoir les mettre en prison, on ne va pas pouvoir les mettre à l'amende, mais il est important qu'il y ait une partie de responsabilité, moi j'appellerais ça plutôt de l'imputabilité, qui permettent de dire ce n'est pas le constructeur, ce n'est pas l'utilisateur, c'est la machine en tant qu'elle-même qui a pris telle décision et il faut reconnaître que ça a eu des conséquences positives, négatives, etc., éventuellement négatives. Alors on pense notamment dans ce domaine de la responsabilité à tout ce qui est voiture autonome, ces voitures sans conducteur. Demain, ces voitures auront une forme, encore une fois, de personnalité juridique, selon vous? Il faudrait distinguer, en effet, je dirais, ce que la voiture a décidé de faire de l'intention du programmeur ou de ce que l'utilisateur a voulu faire de la voiture aussi. Dans le cas de l'accident, donc la machine a interprété un camion qui s'était mis latéralement, a interprété le blanc du camion comme étant un arrière-plan de ciel et n'a pas freiné. Donc il faut, dans ce cas-là, c'est une erreur de programmation, mais chacune de ces machines va se construire une manière de voir le monde. Déjà à l'époque où moi je faisais de l'intelligence artificielle, eh bien, le petit système que j'avais mis au point qui s'appelait Anela, chaque utilisateur qui l'utilisait constituait en fait rapidement un logiciel qui savait des choses que l'autre ne savait pas. On pouvait éventuellement imaginer alors que ces petits logiciels puissent communiquer entre eux pour accroître leur connaissance. Bien, alors il y a dans l'idée de ce rapport, au fil des pages de ce rapport, l'idée qu'il faut pouvoir arrêter la machine, arrêter le robot avant qu'il ne devienne dangereux pour l'homme et donc créer un bouton d'urgence. Vous nous dites là aussi trop tard ou... Je crois qu'il faut voir l'influence qu'on peut avoir des choses qui entrent dans la culture populaire comme Blade Runner ou Terminator. Toute machine doit avoir un bouton d'arrêt, ça paraît évident. Mais si vous regardez la série Real Humans qui parle d'un monde très prochain, où les gens ont des robots qui ressemblent très fort à des êtres humains, une des choses qui vont apparaître, c'est que l'humain ne pousse pas le bouton, il n'a pas envie d'arrêter la machine. Et ça pose la question des relations affectives qui peuvent se développer entre un être humain et un robot. Vous faisiez référence à cette série. On est déjà dans les anticipations prévues par la science-fiction, quasiment. Non oui, en particulier dans cette série, il y a une robot qui prend l'initiative de demander, exiger un statut de responsabilité de type humain pour les robots. Et la grande surprise, et c'est ça le talent, je dirais, des gens qui ont fait la série, c'est qu'on lui accorde ce statut et on lui donne tort dans le cas particulier où elle se trouvait. Voilà. Et elle tombe des nues. Mais non, il est important que ça puisse, de la même manière que voilà, au XIXe siècle, on a accordé une personnalité juridique à des entreprises, qu'on puisse faire quelque chose du même ordre. Le problème, on a vu, c'est que ça peut déraper. Maintenant, nous sommes dans un monde où les entreprises, comme personnalité juridique, ont davantage de pouvoir que les êtres humains. Il faudra faire très attention à ça aussi à l'avenir. Est-ce que dans cette interaction entre l'homme et le robot, quelle sera la place
justement, de l'homme et de l'être humain? Oui, la question va se poser quand on aura atteint ce stade qu'on appelle en robotique la singularité, c'est-à-dire quand il sera devenu irréfutable que la machine est meilleure que l'homme dans la plupart des tâches. Pourquoi arrêter une mécanique qui fait les choses mieux que nous? Là, la difficulté va se poser dans le domaine de la science-fiction, ces histoires de guerres nucléaires qui sont interrompues par la machine, plus raisonnables que l'être humain. Il faut aussi pouvoir réserver cette possibilité. Et donc là, dans ce que vous dites, on est sur un sujet où l'être humain, l'homme, a tendance à s'effacer devant la machine. Il s'efface. Regardez ce qui se passe avec ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, fait par des algorithmes. Les opérations se font de l'ordre de plusieurs milliers par la machine, plusieurs milliers par seconde. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on lance la machine en début de séance boursière à 9h du matin et on l'interrompt à 17h. Et on n'a pas la possibilité véritablement en tant qu'être humain d'observer 2000 opérations la seconde. Donc pendant que la machine marche, on ne fait rien. C'est après, à 17h, on peut analyser ce qui s'est passé. Mais pendant tout ce temps-là, pendant les 8 heures, l'être humain est en retrait. C'est pas un peu angoissant finalement pour nos sociétés? C'est les questions qui se... Il y a M. Martin Rees, astronome royal, dit que c'est pas angoissant du tout, qu'au contraire, ça fait partie de notre bagage humain de dire que si quelque chose fait mieux quelque chose que d'autres, eh bien il faut lui laisser la place. Et c'est le problème qu'on va avoir rapidement. Il y a des gens qui imaginent que ce sont des rêves pour dans 50 ans. Non, ce sont des choses des problèmes qui se posent tout de suite. Si la machine le fait beaucoup mieux, est-ce qu'on ne va pas laisser faire la machine? Je prends un exemple, c'est le diagnostic médical. On voit déjà que dans certains types de situations, un docteur humain fait des erreurs de diagnostic de l'ordre de 10%, la machine fait moins de 1%, ça produit des morts. Si on laisse les médecins humains le faire, ça va causer des morts qu'on n'aurait pas si la machine prenait toutes les décisions. Ça coûte très cher, des mauvais traitements. Il y a de la souffrance qui est produite. Très rapidement, on va nous dire qu'il faut retirer l'être humain du circuit parce que ça coûte trop cher en termes humains et en termes économiques. Alors aujourd'hui, ce qu'on dit communément, et pour rejoindre ce que vous dites, c'est que tout travail qui demande moins de 10 secondes de réflexion peut être fait par une machine. Demain, ce sera 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et je reviens à ma question, quid de l'homme? Que devient la part de liberté, de responsabilité? Oui, c'est le psychanalyste Jacques Lacan qui avait attiré l'attention sur le fait que ce qui nous paraît tellement humain en nous-mêmes, ce sont souvent simplement des effets de ratage, que ça ne marche pas comme ça devrait. À la machine, on ne va pas lui inscrire du ratage à l'intérieur de la machine, ça coûte trop cher, c'est trop dangereux. Donc on va en faire de la machine quelque chose d'entièrement raisonnable. Ce sera moins humain de ce côté-là. Mais le coût, là encore, le coût sera moindre. Et on n'hésitera pas une seconde entre quelque chose qui a un coût moindre et un coût plus élevé. Alors vous-même, vous avez beaucoup insisté sur l'aspect, je dirais, apprentissage. Ce qui est sûr, c'est que là, l'homme ne peut pas faire la course. Les robots apprennent plus vite que nous. Vous pouvez nous donner des exemples? Oui, par exemple, il y a une technique qu'on a mis au point, c'était déjà il y a pas mal de temps, peut-être une trentaine d'années, ce qu'on appelle les algorithmes génétiques. C'est-à-dire qu'un robot va pouvoir optimiser son comportement et dès qu'il constatera que son comportement baisse, il pourra recourir à une sorte... on va secouer comme dans un shaker de barman des stratégies qui ont été faites auparavant et on va repartir sur quelque chose qui a marché avant, combiné avec des choses qui fonctionnaient, etc. C'est-à-dire qu'on a tiré parti de ce qu'on a pu observer chez l'être humain, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à nous adapter à des circonstances qui changent. On peut l'inscrire dans l'ordinateur lui-même aussi. Et une fois que plusieurs changements de ce type-là auront lieu dans une machine, nous ne pourrons plus dire exactement à quel moment ça s'est passé. Ce changement de caractère, ce changement d'attitude, changement de stratégie global. Nous avons compris ce que c'est l'optimisation et c'est une chose qu'on peut programmer relativement facilement. Est-ce que nous voulons une société basée encore sur les relations humaines ou est-ce que la machine prend le pas sur l'homme?
Oui, c'est quelque chose que nous avons voulu. C'est un mouvement millénaire de nous remplacer dans le travail par la mécanisation et nous remplacer par des choses qui le font de mieux en mieux. Le problème maintenant, c'est la transition. C'est la machine qui va le faire beaucoup mieux que nous-mêmes et qui nous met au rencard, qui élimine de l'emploi, des projections qui sont faites. Un horizon 2030, c'est 40%, 50% des emplois qui vont disparaître. Et c'est vrai, parce que la machine le fera mieux. Et quand on dit la machine, ce n'est pas évidemment essentiellement le robot, ce sera essentiellement le logiciel. Quand un service comptable, et je parle avec une dirigeante d'un service comptable, me dit, bon, nous étions 3,5 postes dans notre entreprise, maintenant il y a moi plus un tiers de postes. Pourquoi? Parce que c'est la feuille Excel qui est programmée, qui fait tous les calculs. C'est essentiellement, maintenant, c'est du logiciel, surtout qui va remplacer les gens, comme c'est le cas dans le trading à haute fréquence. Ce n'est pas des robots humanoïdes ou non. La transition vers la robotique, elle a commencé, je crois que c'est en 1981, donc ça dure déjà depuis un moment. Non, ce qui va se passer maintenant surtout, c'est du logiciel, c'est de l'algorithme qui remplace des gens, des dizaines de milliers pendant qu'on parle. Cela dit, on va créer de nouveaux emplois, c'est ce qu'on vous répond à chaque fois. Oui, mais les personnes... Les dactylos ont disparu, mais... Mais quoi? Non, rien n'est venu à la place, rien n'est venu à la place. Moi, je me souviens encore de l'époque où il y avait des feuilles carbone et le directeur, quand il faisait une lettre, il fallait que la personne qui l'aidait le refasse 5 ou 6 fois. Il n'y a pas d'emploi qui est venu à la place. Ce qu'il y a, c'est que oui, on a développé des services là où il y avait de l'industrie. Mais le problème essentiel, c'est la formation de gens qu'on veut former pour ça. Il y a un calcul fait aux États-Unis, dans les années qui viennent, on va créer 1,8 million d'emplois, programmation, etc. C'est formidable, 1,8 million, c'est 2% en fait de la main-d'œuvre totale du pays, c'est pratiquement rien. Et surtout, le fait le plus grave, parce qu'on pense à la transition du milieu manufacturier, d'industriel, au service dans les années 60, 70, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que la formation nécessaire pour faire passer quelqu'un du secteur industriel au secteur des services, c'était des formations qui prenaient quelques semaines, quelques mois au maximum. Transformer quelqu'un qui vient du secteur des services en quelqu'un qui fera de la maintenance de programmes informatiques, qui sera capable de regarder dans le code, etc. C'est plusieurs années, hein. On ne va pas pouvoir faire la même chose qu'on avait fait autrefois. Et il n'est pas certain non plus que tout le monde aura Il est difficile de dire qu'une personne qui vient du secteur industriel n'aura aucun talent dans le domaine des services, c'est difficile à dire. Mais est-ce que tous les gens qui viennent des services auront un talent de programmeur? C'est pas évident non plus. Donc là, vous nous dites que le robot, effectivement, est en train de tuer massivement l'emploi. Bien sûr. Et l'idée qu'il y ait des emplois en même quantité pourraient apparaître, c'est un rêve, c'est un mirage. On parle souvent de Schumpeter, à ce propos-là, on dit destruction créative, mais Schumpeter ne croyait pas à la destruction créative, c'est une légende, il ne le croyait pas. C'est une expression qu'on a attachée à son nom, mais lui, il était convaincu que ça allait simplement détruire le système capitaliste. Pourquoi vous me disiez tout à l'heure que ce rapport, selon vous, arrive presque tardivement? Pour quelle raison? Mais le problème que je vois le plus souvent, c'est que les personnes qui s'occupent des aspects juridiques, des aspects sociaux, etc., même les gens qui ont fait les rapports, qui calculent le nombre d'emplois qui vont disparaître, ce sont en général pas des techniciens. Ce sont en général des gens qui ont leur formation de juristes, de sociologues, etc. Bon, très bien, mais ils n'ont pas la pratique d'ingénieur, ils n'ont pas l'intuition de ce qui va se faire maintenant. Par exemple, ces projections qui nous disent 30% d'emplois en moins, 50%, ce sont des projections qui ne tiennent pas compte des révolutions qui sont déjà en préparation au niveau de la recherche et du développement. Ils n'en ont pas tenu compte. Parce qu'ils n'auraient pas compris de quoi il s'agit. Donc on nous dit, voilà, c'est la tendance, et la tendance va continuer. Non, mais il peut y avoir des mouvements exponentiels, des sauts brutaux, ça va aller encore beaucoup plus vite. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, maintenant, un monde sans robots, c'est fini? Ah oui, non, ça c'est terminé. Non, ce qu'il faut imaginer, c'est un monde où il y a encore des hommes, où ils n'ont pas été entièrement remplacés. C'est ça le danger qui nous guette. Non pas qu'on aurait des guerres comme dans Terminator où les robots veulent nous exterminer, mais que nous rendions le monde invivable à nous-mêmes, la planète qui est autour de nous, mais que nous ayons été capables d'avoir des générations de machines technologiques qui puissent, elles, nous survivre. Regardez, est-ce qu'un être humain
déjà sortis du système solaire? Non, mais nous avons déjà 3 machines qui l'ont fait. Est-ce qu'un homme est en train d'explorer la planète Mars? Non, mais il y a une machine qui le fait et qui le fait très très bien. C'est déjà là, c'est déjà en marche. La révolution est déjà derrière nous. Et ça, c'est le typique de l'être humain, c'est qu'il se rend compte d'un processus quand il est déjà engagé, et souvent de manière irréversible déjà. Merci.